Ce soir, pour nos Mémoires du Zinc, je reçois Alain Finkielkraut pour Qu'est-ce que la France, paru aux éditions Stock, Panama, France Culture. Alain Finkielkraut, bonsoir. Bonsoir. Alors, la France a besoin d'être définie ? Ah oui, je pense que la France s'interroge sur sa propre définition et c'est la raison pour laquelle j'ai jugé utile de réunir, de rassembler un certain nombre d'émissions que je fais à France Culture depuis quelques années, répliques, des émissions donc réécrites quand même parce que l'oral ne se suffit pas. Hein. L'oral, l'exactitude demande un long travail. Alors, se définir comme une nation, c'est le départ de votre livre. Et vous semblez dire que le désir de vivre ensemble manque et qu'en ce qui concerne le regard sur le passé, le devoir de mémoire a une emprise telle qu'il a modifié notre regard sur le passé. Oui, et ça, je trouve que c'est très, très paradoxal. Je suis comme d'autres fatigué de la repentance perpétuelle, mais on croit que cette repentance est une humilité. On dit nous avons commis beaucoup de crimes, nous battons notre coupe. Non, la repentance est une arrogance parce que c'est le présent qui juge le passé et notre présent s'estime, si vous voulez, exempt de tous les préjugés. Donc le passé comparaît devant un présent tout à fait imbu de lui-même. Et je plaide, moi, contre l'arrogance de la repentance, pour l'humilité qui consiste à dire il y a un passé en France qui nous demande en quelque sorte d'être à la hauteur. Il y a des figures qui exigent de nous quelque chose, même dans la littérature. Si on est impressionné par la littérature, alors on veut employer une belle langue pour ne pas trahir ceux qui l'ont faite. Ça fait partie de vos axes, la belle langue, l'école. Et vous avez l'impression que l'école faillit ? Oui. Vous le dites, pour vous, le modèle républicain de l'école ? Non, c'est plus que ça. Je pense que l'école agonise aujourd'hui et parce qu'elle est placée dans un climat qui lui est très défavorable. L'école ne peut pas survivre au pays, si j'ose dire, ou dans le monde du relativisme culturel. Or, le relativisme culturel, c'est ce qui tient lieu de sens commun aujourd'hui. Spontanément, on pense en effet que... Et d'ailleurs, on le dit, enfin bon, on écoute Bach, mais on écoute aussi Diams, et on aime autant le hip-hop que l'opéra, etc. Chacun a le droit d'aimer ce qu'il veut. Mais si on ne hiérarchise pas, alors l'école n'a tout simplement plus de sens. Donc il faut choisir entre la transmission de la culture par l'école et le relativisme culturel. Et il me semble que notre société choisit de plus en plus le relativisme culturel et que l'école en crève. Oui, parce que c'est une de vos caractéristiques. Vous êtes contre on vous dit contre le politiquement correct, contre le discours dominant, tout ce qui serait de l'ordre d'un modernisme mal assumé. Et c'est ce qui fait dire de vous, on en parlera peut-être, que vous êtes un néo-réac, que vous avez des positions autoritaires. On le dit depuis une vingtaine d'années, depuis précisément que je me suis posé à un livre de sociologie décrétant que le niveau monte au moment où l'école s'effondre. Et cette étiquette me colle au front, c'est ce qui vous disqualifie avant même que vous ne parliez. Le problème, c'est que l'image et l'étiquette de réac conduit nombre de journalistes précisément à ne pas me lire puisqu'ils savent déjà à qui ils ont affaire. D'accord. Eh bien écoutez, justement on parlait de journalistes, de critiques. Notre première séquence, Punching Ball, donne l'occasion à notre invité, voilà, absolument, donne l'occasion à notre invité de revenir sur un sujet d'actualité qu'il a plutôt hérissé dernièrement ou qu'il a confondu. Lequel avez-vous choisi ? Écoutez, il y en a sans doute plusieurs. J'ai choisi les obsèques de Maurice Papon. Il a été finalement enterré avec sa Légion d'honneur, ce qui est pour moi une atteinte à l'autorité de l'État et à l'autorité de la chose jugée. Oui, parce qu'on lui a retiré. Faut préciser qu'on lui avait retiré. Alors d'un autre côté, je comprends un peu ce mouvement, c'est-à-dire cette récompense, cette décoration lui a été décernée par le général de Gaulle. Il ne faut pas oublier que des résistants ont témoigné à son procès, et même de grands résistants, donc ne pas oublier la complexité de cette situation, et il ne s'estimait pas coupable. Mais derrière ce scandale, il y en a un autre. J'ai appris, en lisant l'Express, que Maurice Papon préparait ses mémoires et qu'il les écrivait en collaboration avec le père Lelon. Or, le père Lelon, c'est quelqu'un qui, au nom d'une adhésion totale, inconditionnelle à la cause arabe, a défendu Roger Garaudy, son livre sur les mythes fondateurs de la politique israélienne. Et parmi ces mythes fondateurs, il y a le mythe des 6 millions. Le mythe des 6 millions. Autrement dit, Papon dit d'un côté que son rôle dans la solution finale a été minime, sinon nul, mais d'un autre côté, il s'associe avec quelqu'un
qui minimise la solution finale elle-même. Si ce n'est pas un aveu de culpabilité, c'est un aveu de profonde ignominie. Et est-ce que, à l'occasion de cet enterrement et de la présence de cette... On n'est pas aussi dans le symbolique? Oui, ça je crois que c'est très important de garder la dimension symbolique des choses que notre époque a spontanément, qui se veut très cool, a spontanément tendance à éliminer. C'est aussi la raison pour laquelle je n'aime pas voir les politiques passer sous les fourches codines des médias et s'improviser animateurs, faire la revue de presse qu'on leur demande, lancer la publicité alors même qu'ils sont candidats à la présidence de la République. Donc une trivialisation. Non, c'est une trivialisation. Je ne dirais pas que c'est forcément sacré, mais il faut que chacun respecte en lui-même la fonction à laquelle il aspire. Et c'est pas nécessairement avoir un ego surdimensionné. D'ailleurs, l'égolâtrie peut naître au contraire de la disparition du symbolique. Voilà, en ce qui concerne ce punching ball. Par ping-pong. Alors j'ai une petite balle de ping-pong. Voilà, c'est l'occasion de revenir sur des sujets qui fâchent, sur des articles qui vous auraient été consacrés. Vous avez été impliqué, si je puis dire, dans pas mal de polémiques ces derniers temps. Alors laquelle avez-vous choisi de traiter? Impliqué malgré moi. Donc je vous le disais tout à l'heure, pour beaucoup, je suis un réac et ça suffit à leur plaisir. Donc je pense notamment au dernier dossier consacré par le Nouvel Observateur aux intellectuels qui vireraient à droite. Les néo-réacs. Les néo-réacs. Bon, c'est la deuxième fois que je suis tête de liste. Mais là, si vous voulez, j'ai dit et je le redis que je ne me ralliais pas, que je ne fais allégeance à personne, mais on a voulu faire de moi, si vous voulez, un homme de droite et donc un sarkozyste inavoué. Pour cela, on a dit que je me sentais une proximité avec lui parce que je le repeignais en métèque hongrois. Voilà ce que je lis dans le Nouvel Observateur. Et c'est une caricature et c'est une calomnie. J'ai simplement mis en cause une phrase d'un document socialiste faisant de lui un néoconservateur américain à passeport français. Et j'ai dit que cette dénaturalisation était impardonnable. Et d'ailleurs, l'auteur du texte m'a donné raison, c'est Éric Besson, qui a quitté le Parti socialiste et qui a envoyé une lettre d'excuse aux candidats. Vous avez peut-être des saillies que Alain Finkielkraut peut regretter. Quand vous avez parlé de l'équipe de France Black, mais parlons de ça, paisiblement, oui. Paisiblement. D'accord. Soyons paisibles. Paisible. Il est bien évident que vous pouvez considérer que ça peut heurter si on... Bien sûr, bien sûr. Et j'ai dit d'ailleurs, quand Le Monde a publié des extraits de cet article, que cet article, ces extraits faisaient dépeigner un personnage raciste et hideux auquel je ne serrerais pas la main. Oui. La seule excuse, pour ce qui n'est quand même qu'une plaisanterie, que je me trouve, et je le redis ici, c'est un écho du rire de mon père. Mon père vient de Pologne, il m'a transmis le goût du foot et dans les années 50, la majorité des joueurs de foot de l'équipe de France avaient des noms à consonance polonaise. Bien sûr. Uzlaki, Kopa, Kopaszewski, Czysowski, etc. Wisniewski. Et mon père se marrait et vous savez ce qu'il me disait? Il me disait mais il n'y a pas... Où ils sont les Français dans cette équipe de France? Et donc c'était lui en l'occurrence, et c'était moi. Et donc c'était un écho à ce sourire. Mais vraiment, vraiment, moi je le répète, l'équipe de France, il faut la choisir selon sa qualité. Et si Govou est meilleur que Roten, il faut faire jouer Govou. Et c'est tout, et c'est tout. Mais écoutez, moi ça nous fait aussi plaisir d'entendre Alain Finkielkraut analyser ce qui se passe en France, parce que vous l'avez dit, il y a eu une équipe de France du temps de Kopa, il y a eu une équipe de France du temps de Platini et une équipe de France du temps de Zidane qui marque une sociologie. Et je peux vous dire, si vous voulez, que j'ai suivi la dernière Coupe du Monde et j'étais très malheureux de sa défaite contre l'Italie parce qu'elle a mieux joué que l'Italie. Absolument. Je mets entre parenthèses le coup de boule. Voilà. C'est autre chose. Mais elle a mieux joué. Et donc j'étais vraiment, pas déprimé parce que quand même, mais j'étais pas content. J'étais une espèce de frustration. Je me disais, pourquoi la meilleure équipe n'a-t-elle pas gagné? Donc c'est ça, je suis un patriote du football. Bon, très bien. Rendez-moi cette balle de ping-pong alors. Oui. Voilà. Mais c'était important. Absolument, et je vous remercie de cette occasion d'élucider les choses. Après ce ping-pong passionné, une passion, mais là, passion d'auteur. Alors je vous remets ce miroir, c'est l'occasion pour vous de parler. Voilà, parler de quelqu'un qui vous passionne, quelqu'un dont vous avez envie de faire partager. Oui, c'est une rubrique que j'aime particulièrement. Je trouve que on se libère de tous les miasmes de la vie quotidienne quand on peut parler de ses admirations. Et j'ai choisi aujourd'hui Henry James. Henry James parce que j'aime par-dessus tout Washington Square, parce que j'aime La Bête dans la jungle ou L'Hôtel des Morts. Et quelquefois, on est saturé parce que Henry James, c'est un fou de la nuance. Et il est fou doublement. C'est une folie qui déroge au sens commun,
mais qui déroge aussi à la folie courante. Parce que la folie la plus répandue, c'est quoi ? C'est une camisole elle-même qui comprime la réalité, c'est la monomanie, c'est le délire d'interprétation, c'est l'idée fixe. Alors que la folie d'Henry James, c'est la dissolution vertigineuse de toutes les certitudes fixes. Et en une époque hyper idéologique et hyper médiatique, qui est assez intolérante à la nuance, je voulais rendre hommage à si vous voulez, à Henry James, qui est l'adorateur le plus déraisonnable de la nuance. Passion d'auteur, donc. Journal intime. Alors, journal intime, voilà, petite caméra. Hein. Donc, on a envie de partager avec vous un moment d'intimité de ce Finkielkraut qu'on ne connaît pas trop bien, qu'on sent percevoir, qui se protège très bien, je crois. De quoi avez-vous envie de nous parler ? J'ai pensé à mon enfance en rencontrant un étudiant de grande école. C'était lui-même un fils d'agriculteur. Et donc on pourrait dire, ses parents devaient lui dire « travaille pour t'élever socialement ». Pas du tout. Il disait « mes parents n'avaient qu'une exigence, c'est que j'ai de bons bulletins ». Et ça m'a rappelé mon enfance. Je me souviens de cela, si vous voulez. C'est-à-dire une mère présente à la maison et qui voulait simplement que j'ai de bons bulletins. C'est-à-dire l'école, c'était pas un moyen d'ascension. C'est-à-dire, si ascension il y avait, c'était l'ascension scolaire elle-même. Et je crois qu'on a oublié cela. On a oublié que le but de l'étude, c'est l'étude. Une petite question. Avez-vous un jour rapporté un mauvais bulletin ? Oui. Et vous savez ce qui m'est arrivé ? J'ai passé le concours de l'école normale de Saint-Cloud. J'avais une question sur l'ouest de la France. L'ouest et le sud-ouest, parce que j'ai une question de géographie. Et tout d'un coup, c'est un dimanche, je suis à la campagne pour me reposer entre deux épreuves, et je me suis rendu compte que j'avais oublié le tourisme. Et ça, c'est la folie des concours. Et donc, j'étais dans un bois et je me suis roulé par terre en me disant, je suis complètement fichu, j'ai quand même passé les autres épreuves, à l'écrit, ma place n'était pas très bonne, je me suis rattrapé à l'oral. Mais oui, j'ai ramené de temps en temps de mauvais bulletins et j'étais d'autant plus consciencieux que je ne me faisais pas confiance. Je voudrais rappeler votre texte, votre livre « Qu'est-ce que la France ?» sous la direction d'Alain Finkielkraut. Et je conseille ce petit fictionnaire illustré, les mots qui manquent au DICO et qui nous auraient manqué pour mieux vous comprendre, Alain Finkielkraut. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée.